Les paradis fiscaux, je le disais, c'est la trame de ce deuxième ouvrage offshore. Les paradis fiscaux, ils sont si nombreux que cela dans le monde. Ils pullulent. Ils pullulent dans le monde entier. Traditionnellement, on voyait des pays en Europe, tels qu'on imagine la Suisse, le Liechtenstein, etc. Mais même en Europe, vous en avez une quantité. Les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey, île de Man, Chypre, Malte, Gibraltar, Andorre, Monaco, le Liechtenstein. Bon, et en plus, il y en a. Le système s'est exporté ailleurs, si j'ose dire. En Amérique centrale, les îles Caïmans, les Panama, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, etc. Alors, je peux pas tous les énumérer, il y en a tellement, tous ces petits îlots qui sont au large des États-Unis, d'ailleurs qui vivent avec... les États-Unis ferment les yeux, hein, et puis vous avez l'Asie qui est présente aussi, avec Singapour et Hong Kong, alors peut-être un peu moins Singapour, et puis le grand fer chinois plane au-dessus, donc c'est vrai que moi, si j'avais des capitaux fraudés à placer, j'hésiterais quand même, sauf si je corromps en Chine, ok, à haut niveau, là je suis tranquille, mais ça me coûte quand même de l'argent, donc je vais plutôt à Singapour. Et Dubaï? Et Dubaï, alors Nouvel Eldorado, les pays du Moyen-Orient, Dubaï. Pas très loin, vous descendez, vous avez sur l'Afrique, les Seychelles, l'île Maurice. Il y avait le Liban. Je dis il y avait parce qu'aujourd'hui le Liban c'est moins sûr qu'avant, sauf peut-être pour des Libanais qui sont protégés par le pouvoir en place. Je ne sais même pas si dire les pouvoirs en place, puisqu'il n'y a pas d'État véritablement au Liban. Donc voilà, ils prospèrent un peu partout, ces paradis fiscaux. Alors vous dites qu'ils prospèrent, ils pullulent, ces paradis fiscaux, et pourtant les dirigeants de ces mêmes paradis fiscaux considèrent que ce ne sont pas des paradis fiscaux dont ils ont la responsabilité. Donc il y a des regards, et en tout cas des comportements un peu ambivalents. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils le sont pas. Justement, ils prétendent ne pas l'être, mais ils le sont, on le sait. Donc c'est quoi un paradis fiscal? C'est un pays où vous ne payez pas d'impôts, ou très peu d'impôts, et vous coopérez pas avec les autres. Et vous assurez un secret bancaire extrêmement fort. Et en plus, ils coopèrent pas, certains, en matière judiciaire. Quand on fait des enquêtes, on se heurte à des refus de réponse de certains pays où il y a des comptes bancaires, où il y a de l'argent. Et on peut pas progresser. Donc, et j'en ai vu qui sont même pas d'ailleurs sur les listes, parce que vous avez des listes noires, blanches, grises, même sur liste blanche, qui en réalité ne coopèrent pas dans les faits. Moi, je suis un praticien. Hein, voilà. Je fais pas de la théorie. Pendant 20 ans, j'ai exploré tous ces circuits. Au début, j'y comprenais absolument rien. J'étais un béotien et petit à petit, j'ai fini par comprendre la mécanique et j'ai voulu dans ce livre l'expliquer aux gens. Voilà, avec sincérité. Voilà, c'est un constat que je fais. Alors, ils ont beau tous dire on n'est pas paradis fiscal, on est paradis fiscal. Oui, mais alors pourquoi vous coopérez pas quand on fait une enquête sur de la corruption? Quels sont les pays les plus ambivalents? La Suisse, par exemple, la City à Londres? Oui, la Suisse. Voilà, c'est les pays qui ils donnent un peu, ils se plient aux règles qui avancent malgré tout. Il y a quand même des règles internationales prônées par l'OCDE, anti-blanchiment, etc., par le G7. Mais ils s'adaptent. Vous savez, les fraudeurs savent toujours s'adapter. Ils ont toujours un coup d'avance. Donc, quand ils savent qu'ils vont être pris quelque part, bah, on délocalise dans une autre place. Alors, la City comme la Suisse sont des pays où on a du savoir-faire. C'est-à-dire que les chargés de clientèle, en quelque sorte, on les appelle les fiduciaires, gèrent pour le compte de leurs clients. Simplement, au lieu de laisser leur compte à Londres ou à Genève, où là, ils sont exposés, ils vont leur dire on va vous ouvrir un compte à Singapour, à l'île de Man, etc., avec des sociétés écrans. Donc, c'est eux qui continuent à organiser. Donc, vous voyez cette hypocrisie. Au cœur de l'Angleterre, vous avez même London, je crois, Londongrad, on appelle ça le quartier des oligarques. Ouais. Hein, on poursuit on veut geler les avoirs des oligarques, mais ils ont tous pignon sur rue à Londres. Alors, allez y comprendre quelque chose. Dans ces paradis fiscaux, notamment à Dubaï, dont on parlait tout à l'heure, on regarde peu d'où vient l'argent finalement. Ah, mais on vous pose pas de questions. Ouais, c'est ça. Sur l'origine de l'argent. D'ailleurs, beaucoup d'oligarques aujourd'hui, visés par les sanctions, investissent à Dubaï. Amenez votre argent, on vous posera pas de questions. Et si des procureurs étrangers ou des juges d'instruction un peu trop curieux viennent nous poser des questions, on leur répondra pas. Ouais, on leur donnera pas les comptes.
Et en plus, s'il y a un mandat d'arrêt, si un jour vous avez un mandat d'arrêt contre vous parce que vous avez corrompu, etc., on n'exécutera pas le mandat d'arrêt. Donc, c'est super des places comme Dubaï. En plus, qui va aujourd'hui, honnêtement, qui va chatouiller Dubaï? Dubaï, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi, il y a du pétrole. Comme au Qatar, il y a du gaz. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus enfin, théoriquement plus, parce que là aussi, on pourra reparler de gaz russe et pétrole russe. Donc, on bénit ces petits pays. Donc, on ne va pas les chatouiller au moment où on a besoin de leur gaz ou le pétrole, parce que la sanction, elle serait immédiate. Donc, c'est des havres de paix. Pour ceux qui fraudent, ils pensent qu'ils sont totalement à l'abri dans ces pays aujourd'hui. Renaud Van Ruynbeek, vous êtes l'invité de Libre-Échange sur Radio Aviva. Qu'est-ce qui explique que ces paradis fiscaux existent encore? Je vous pose la question parce que en 2009, Nicolas Sarkozy, président de la République, avait assuré les paradis fiscaux, c'est terminé. Et pour autant, vous nous dites qu'ils prospèrent plus encore. J'aurais bien aimé qu'ils disent vrai. Ouais. Le problème, c'est que dans le temps où il disait ça, je me heurtais à des difficultés énormes dans les dossiers et j'ai continué jusqu'en 2019. Bon, donc je ne l'ai pas cru, bien entendu. Alors, la question que je me suis posée, est-ce qu'il y croit vraiment ou pas? Alors, s'il y croit vraiment, il pêche par naïveté, je dirais. Bon, s'il sait que c'est faux, là, c'est machiavélique. Donc, je pencherais plutôt pour la naïveté, encore que j'en en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'y ai pas cru. Et ça s'est avéré, c'est démenti par les faits, puisqu'aujourd'hui, on est 12 ans plus tard, un des plus grands économistes, Gabriel Zucman, évalue à 8700 milliards de dollars les avoirs dans les paradis fiscaux. Bon, alors, cherchez l'erreur. Ça veut dire que les montages financiers sont de plus en plus complexes et donc il est difficile pour les magistrats, pour les organisations de déceler ces montages? Bien sûr, c'est fait pour. Ouais. C'est-à-dire que plus on avance, nous, dans la connaissance qu'on peut avoir, et on est très peu à avoir cette connaissance, la plupart des juges ne sont pas du tout formés. Moi, j'ai jamais été formé, je me suis formé parce que pendant 19 ans, j'ai fait pratiquement que ça. Donc j'ai fini par comprendre. D'ailleurs, c'est au moment où je commençais à peu près à être opérationnel, en 2019, qu'on m'a dit « Monsieur, vous avez atteint la limite d'âge, donc prenez votre retraite. » Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça la réalité. Donc les montages sont de plus en plus sophistiqués. Et au fur et à mesure qu'il y a des législations qui protègent, qui progressent, des législations anti-blanchiment, notamment au Luxembourg, en Suisse, etc., vous inquiétez pas, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils savent où le mettre. Ils ont des conseillers qui vont leur dire on va déplacer l'argent de telle place à telle autre place qui, elle, n'aura pas signé et où vous ne risquerez rien. Mais une question aussi naïve, c'est est-ce qu'on y mettra fin? Comment peut-on trouver des solutions? Parce que, en effet, le sujet est assez ancien, on en parle année après année. Les Français s'interrogent au moment où on leur dit qu'il n'y a quasiment plus d'argent dans les caisses. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à cela? Bien sûr. Mais comment? Il faut s'attaquer à ces paradis fiscaux. Mais vous y croyez vraiment autant que Nicolas Sarkozy en 2009, vraiment, qu'on peut y arriver? À terme, oui. Je pense qu'on est dans un monde qui bouge. Et il y a des bouleversements qui peuvent se produire très vite. Regardez la guerre en Ukraine. Personne n'avait pronostiqué. Vous avez vu la donne, comme ça modifie la donne tout d'un coup. Donc, il n'est pas pensable une seconde que les États continuent à s'endetter, que les mêmes continuent à payer des impôts, alors qu'à leur porte, les plus fortunés échappent à l'impôt et qu'il y a des sommes énormes qui échappent à la collectivité qui a de plus en plus de besoins. C'est un constat objectif. Donc les États, à un moment donné, réagiront. Il faudra peut-être un scandale, je ne sais pas ce qu'il faudra, mais je suis persuadé qu'à un moment donné, ça explosera. Moi, je suis un petit peu, j'en sais rien, pas un pilote, mais un martien, si vous voulez, en disant, voilà, j'ai découvert. Donc, je pense qu'il est important que les gens en prennent conscience. Et dans ce livre, j'ai voulu être très pragmatique. Moi, je ne suis pas un théoricien, je suis un mécanicien. J'ai démonté des moteurs et je leur explique, voilà ce qu'il y a dans le moteur. Voilà ce qui ne va pas. Je fais le constat et j'aide les gens à prendre conscience de cela. À partir de ce moment-là, un jour, les gens auront conscience. Et ça pèsera dans le bulletin de vote et les politiques commenceront à réagir. Vous évoquez les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, comme les nouveaux fraudeurs. C'est bien le cas? Oui, alors ils ne se présentent pas comme ça. Évidemment, bien sûr. Ouais. Ils disent qu'ils font de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale. En réalité, ce sont des montages pour ne pas payer l'impôt. Alors, je ne joue pas sur les mots. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux commencent à être rattrapés
par la justice parce qu'on leur dit, vous faites des montages, oui, vous avez le droit de déclarer vos impôts en Irlande, mais vous faites des conventions intragroupes totalement artificielles qui font que vos revenus, vos bénéfices que vous engendrez sur votre activité en France, vous les transférez à une société mère en Irlande où on sait que là, l'impôt est plus léger. Donc, si ces montages sont artificiels, sont conçus pour cela, et c'est bien souvent le cas, Ouais. on bascule de ce qu'ils appellent l'évasion fiscale légale, on joue sur les frontières, à de la fraude pure et simple. Le gouvernement français a pris conscience de ce sujet et prend des dispositions au travers du ministère des Finances ou trop faiblement pour vous? Bien sûr, trop faiblement. Là, les deux décisions qui ont été rendues, c'est Bercy et le parquet national financier qui ont sanctionné les deux entreprises. Une troisième y a échappé. Ils ont joué sur la légalité, ils ont fini par l'emporter. C'est très compliqué. Pour que Bercy s'implique, il faudrait, spécialiser davantage et renforcer les inspecteurs des impôts qui s'intéressent à ce type de fraude. Il faudrait peut-être lâcher un peu ceux qui contrôlent les petites fraudes et se concentrer sur les grandes fraudes. Vous voyez, il y a une redistribution des moyens à faire et il y a une vraie spécialisation à organiser. Il faut une volonté politique pour ça. Côté magistrature, il faut aussi, alors il y a un parquet national financier, mais il faut aussi spécialiser les magistrats qui ils sont insuffisamment formés. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous dites ils font, oui, on dit que, mais les résultats sont quand même très faibles. On sait que la finance et la fraude se sont internationalisées. Est-ce que la justice doit s'internationaliser également pour traquer les fraudeurs et les paradis fiscaux? Elle devrait. Mais vu la montée des nationalismes un peu partout dans le monde, des populismes, des nationalismes, les États qui veulent pas qui estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'Europe, aux institutions internationales, ils sont pas prêts d'accepter qu'il y ait des juges internationaux qui enquêtent sur leur propre territoire. Donc tant qu'on aura ces mentalités-là, on n'avancera pas. Alors vous dites que les magistrats doivent être davantage formés à ces sujets-là. Il faut aussi qu'ils soient plus nombreux et c'est aussi une difficulté, c'est qu'il y a tellement de dossiers qu'ils ne peuvent pas gérer les dossiers les plus importants, j'imagine. Oui, mais moi je crois plus, vous savez, dire il n'y a pas de moyens, il y a des moyens, simplement. Il faut spécialiser les gens, il faut concentrer ses efforts sur un type de fraude et surtout, il faut obtenir des résultats sur le plan international. C'est-à-dire pousser ces paradis fiscaux à coopérer sous peine de vraies sanctions. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions autres que de figurer sur une liste grise, noire ou blanche, ça ne portera pas beaucoup d'effets. Il faut qu'au sein de ces pays, on sanctionne effectivement et de façon efficace ceux qui organisent cette fraude. Il faut aussi s'en prendre aux outils. Les outils, c'est des sociétés des îles Caïmans, des sociétés panaméennes et des trusts. Bon, le trust, c'est anglo-saxon, on ne peut pas y toucher. Si, parce que le trust, pour moi, il n'a aucun autre but que de masquer le propriétaire. Donc, il y a nécessairement derrière, à minima, un but fiscal. Moi, si j'achète une maison demain sur la Côte d'Azur, d'abord, je ne pourrais pas l'acheter 30 millions d'euros, mais supposez que j'ai les moyens d'acheter une maison à 30 millions d'euros, je l'achète à mon nom. Je n'ai pas besoin d'un trust. Pourquoi ces gens-là font-ils appel à des trusts? Pourquoi mettent-ils leurs œuvres d'art qui valent des fortunes dans des trusts? Pourquoi c'est pas leur nom? Tout simplement. C'est parce qu'ils veulent pas payer de droits de succession, parce qu'il y a à minima de l'argent qui est fraudé fiscalement, et parce que aussi ils veulent cacher l'origine des fonds. Parce que l'origine est douteuse, voire frauduleuse. Donc, tous ces outils existent. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ces outils et à ceux qui les mettent en place, je veux dire, on pourra dire on supprime les paradis fiscaux et ils continueront à vivre. Donc vous le dites, il faut une volonté politique. Est-ce qu'Emmanuel Macron a cette volonté politique? Vous qui avez vu quantité de chefs d'État ces dernières années. Non, je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron ait pris ce problème à bras-le-corps. Je vois, et pas lui en particulier. Je veux dire, dans la classe politique, j'ai pas vu d'engagement sur les programmes électoraux fort dans ce sens-là. On a l'impression que oui, c'est comme ça, mais on sait pas trop. Et puis peut-être aussi le sentiment que tout ça c'est lié à la mondialisation et que si on commence à vouloir réguler ce qui se passe sur cette planète, on va plus en profiter. Voilà, je crois que c'est cette idée-là un peu diffuse qui existe. Il faut en sortir parce que je ne suis pas contre le libéralisme.
ni contre la mondialisation. Je suis contre la fraude. Pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, en effet.